Depuis 1972, la branche motorsport fait rêver les passionnés de BMW en transformant des voitures de route en véritables voitures de sport. Au fil des années et des modèles présentés, certains sont devenus de véritables icônes. Et c'est bien le cas de cette 1M juste à côté de moi que je vais te présenter. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu le vois à côté de moi, on a cette sublime 1M en essai. C'est une voiture extrêmement rare que je suis très content de pouvoir te présenter. Déjà, si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va présenter cette sublime 1M qui, comme tu vas le voir, est une voiture très intéressante. Allez, c'est parti. Alors là, voilà cette 1M. Alors déjà, comme tu le vois, celle-ci est dans une configuration noire, à savoir qu'il n'y a eu que 3 couleurs disponibles à la vente. Le noir, le blanc et le orange. À savoir que la couleur noire est la moins commune sur le marché. Cette voiture a été produite à seulement 240 exemplaires en France, dont 100 ont été numérotés par BMW France. Dans le monde, il y a un petit peu plus de 6300 exemplaires qui ont été produits. Donc ça reste quand même une voiture assez rare par rapport à une M2 par exemple, qui est son héritière. À l'avant, on remarque immédiatement ces gros élargissements. Cette voiture a de gros élargissements, un petit peu comme une voiture de DTM, tout simplement pour faire passer les trains roulants de la M3 E92, sa grande sœur avec le V8, ce qui fait que tu obtiens ce look ultra posé, ultra méchant, que personnellement je trouve assez incroyable et assez inimitable. Et on a d'ailleurs une M2 qui passe là, une 370, assez sympa. Le petit son du 6 cylindres en ligne pour la vidéo. Alors à l'avant, on retrouve ici cette grande bouche pour prendre de l'air et gaver son moteur que je te présente juste après. Également, tu retrouves ces anciennes calandres avec cette petite bouche. C'est assez différent des nouvelles M3 et M4, G80 et G82. Ici, ces feux-là qui sont clairement différents de ceux de la M2, on voit qu'il y a quand même des générations qui ont passé puisque cette voiture-là est de 2011 et cette 1M a été produite de 2011 à 2012. C'est une production qui est assez restreinte. Alors une fois qu'on arrive sur le latéral, on voit déjà ces belles jantes siglées M, donc des jantes argentées qui contrastent parfaitement bien avec la couleur noire de la carrosserie. Étrier noir sur celle-ci, les disques perforés en acier. Encore une fois, comment ne pas parler de ce gros élargissement avec juste derrière la petite baguette siglée M qui est plutôt sympa. Et du coup, cette courbe qui part d'ici à l'avant et qui fait tout le long de la portière jusqu'à la roue arrière. En plus, tu peux voir que la voiture est très courte. Elle a un empattement extrêmement court, un châssis extrêmement court. Et tu le verras, ça la rend super joueuse. Ici, on retrouve les mêmes rétroviseurs que la M3 E92. Et également ici, cette ligne tout le long qui vient un petit peu ajouter un côté racé à la voiture. Le toit qui est le même qu'une série 1 de l'époque, donc c'est une série 1 coupée avec cette espèce de petite aile de requin derrière. Une fois qu'on arrive à l'arrière, on retrouve les mêmes jantes qu'à l'avant, ce sont des jantes en 19 pouces. Celle-ci est d'ailleurs équipée de Michelin Pilote Super Sport. Alors une fois arrivé à l'arrière, tu retrouves déjà ce look très coupé avec un haillon qui est super court. Malgré tout, le coffre, il y a quand même de la place, je vais te le montrer, mais le haillon est très court, je pense même encore plus court que sur une M2. Tu as ici ce léger béquet, ça fait un petit style sportif encore une fois, c'est par petites touches. Ici évidemment tu retrouves les 4 sorties d'échappement encerclées par ce diffuseur là, qui est pas noir d'ailleurs, qui est un peu gris foncé. Ici tu retrouves le badge M qui n'est pas d'origine, et attention, il n'y a pas écrit M1 puisque cette voiture est bien une 1M. À savoir que la M1 a existé également chez BMW, mais c'est une voiture qui n'a rien à voir. C'est pour le coup une sportive 2 places, qui d'ailleurs est la première voiture à avoir été créée 100% par le département Motorsport. À savoir que la deuxième et la seule autre pour le moment, c'est le XM, le gros SUV qui n'a pas grand chose à voir avec l'esprit de la M1. Mais voilà, cette voiture c'est bien une 1M. C'est la seule d'ailleurs de la série M qui a le chiffre inversé par rapport au M. Toutes les autres sont des M2, M3, M4, M5, etc. À l'arrière idem, tu retrouves ces feux LED. Alors, ici au niveau du coffre, il n'est pas immense, mais comme tu le vois pour une citadine, c'est quand même tout à fait correct. Bon, il y a pas mal de bazar dedans, mais tu as de la profondeur, tu as de quoi quand même partir en vacances
avec cette 1M. Alors on passe maintenant à l'intérieur. Alors pareil que sur la M2 CS, le feeling des portes est assez lourd. Non pas que la porte soit lourde en elle-même, mais la poignée est vraiment assez résistante. Alors déjà avant d'entrer, tu vois les finitions Alcantara surpiquées de orange sur la porte, puisque oui, la couleur de présentation de cette 1M, ça a été le orange. C'est la couleur la plus connue et d'ailleurs la plus recherchée. Et les surpiqûres à l'intérieur sont orange. Évidemment, avant d'entrer, on regarde la baguette de seuil de porte. La baguette en elle-même est en plastique et tu retrouves toutes ces petites lames de chrome avec le sigle M au centre. La poignée est également en Alcantara. Alors une fois à l'intérieur, déjà, ce qui frappe tout de suite, c'est qu'on se retrouve dans un intérieur de série 1 pack M. Aucune pièce en elle-même n'est différente. En fait, tout ce que tu vas retrouver de différent, ça va être les garnitures ici avec cette casquette de compteur en Alcantara surpiquée de orange. Une petite pièce ici en Alcantara surpiquée de orange. Le pommeau de vitesse également qui est en finition Alcantara. Hormis ça, tout est pareil et on se retrouve du coup dans cet intérieur un petit peu austère comme sur les anciennes BMW. C'est vrai que j'aime beaucoup moins que sur la M2 CS, c'est moins sympathique, il n'y a pas grand chose, tout est noir. Donc ça c'est vrai que c'est le petit point où j'ai un peu de mal sur les anciennes BMW, c'est cet intérieur qui est assez fade, assez triste on va dire. Heureusement que les petites touches de surpiqûre orange sont là un petit peu pour remonter la note générale. Devant moi je retrouve ce volant qui par contre pour le coup est plutôt sympa avec ici les surpiqûres couleur motorsport, le badge M. Bon c'est un petit peu plastique au centre mais évidemment c'est quand même la série 1 à la base, on va pas lui demander d'être aussi luxueuse qu'une série 5. Le volant lui-même tombe bien entre les mains, donc ça c'est plutôt agréable. Devant moi je retrouve ces deux compteurs en gris pour se différencier du fond noir. Donc deux compteurs aiguilles avec un petit écran et l'ensemble des voyants juste au-dessus. Évidemment au centre on retrouve cette boîte manuelle. Toutes les 1M ont été équipées de boîtes manuelles, il n'y a pas de boîte DKG sur cette génération-là. Et ça c'est quand même plutôt cool pour les puristes. Je me retrouve également dans ces sièges dont je ne t'ai pas parlé qui sont assez confortables, qui maintiennent bien sur le côté. Mais c'est des sièges qui sont connus chez BMW, il n'y a rien de particulier à cette 1M, hormis peut-être le badge M sur l'appui-tête. À part ça, rien de plus à dire sur cet intérieur, c'est très classique dans son ensemble. Comme d'habitude, je vais quand même essayer les places arrière. Comme tu le sais, je suis assez grand, je fais 1m86. Donc vu la dimension compacte de la voiture et que je suis pas trop mal installé devant, je pense que ça va être compliqué. Mais on va quand même essayer. Allez, c'est parti, je monte à l'arrière. Alors, je rabats le siège. Ah, écoute, je suis assez étonné, il me reste de la place pour les genoux. C'est fou ça quand même. Alors peut-être que le siège est légèrement pas à ma taille à l'avant, mais hormis ça, il me reste de la place et je suis pas mal installé en vrai. Ma tête, bon, touche un petit peu le haillon, ça je dois avouer, enfin le pavillon plutôt, je voulais dire. Mais en dehors de ça, franchement, c'est pas inconfortable. Voire même, je me verrais aller voyager, faire quelques centaines de kilomètres, donc c'est plutôt cool. Petit détail sympa qu'ils ont rajouté à l'arrière, c'est ici l'Alcantara avec des surpiqûres orange au-dessus de la coudoir et également les surpiqûres orange tout le long de la banquette. Mais en soi, on est plutôt pas mal sur cette banquette arrière qui d'ailleurs est assez jolie avec ce cuir. Donc c'est un petit bon point auquel je ne m'attendais pas. Ce que je te propose maintenant, c'est que je sorte de là et que j'aille te montrer le moteur qui anime cette sublime 1M. Alors, le voilà, le moteur qui anime cette 1M. Évidemment, c'est un 6 cylindres en ligne, 3 litres biturbo. C'est la référence N54. On t'en parlera à l'intérieur, c'est tout de même un très bon moteur. En dehors de ça, rien à dire sur la présentation en elle-même, à part ici le petit badge Powered by BMW M. Donc ce que je te propose, c'est qu'on passe directement au démarrage et ensuite qu'on aille profiter de cette 1M sur des routes très sympas avec Flo au volant. Alors comme tu l'entends, celle-ci est en ligne d'origine, donc c'est quand même vraiment super discret, malgré le fait que tu n'aies pas de FAP dessus. Mais je pense que la sonorité va quand même se révéler dans les tours. En tout cas au démarrage, c'est assez feutré. Bon bah on se retrouve du coup avec Flo. Comment ça va depuis la dernière fois? Salut tout le monde. Eh ben écoute, moi ça va, toi aussi? Super, écoute, depuis l'essai de la M2 CS d'ailleurs que je te mets juste ici. Alors, cette fois-ci, nouveau jour, nouvelle BM. Parle-nous un petit peu de cette 1M. Déjà je voulais revenir sur le nom de la voiture. Ouais. C'est une voiture qu'on appelle communément 1M. Elle a évidemment une dénomination officielle chez BMW qui n'est pas 1M, mais en anglais cette voiture s'appelle One Series M Coupe. Donc si on traduit littéralement, ça fait série 1 M coupé. Le nom reste très spécifique par rapport au reste de la gamme M historiquement, où on a toujours ce M avec le chiffre derrière. Donc le nom de cette 1M reste très spécifique dans sa dénomination officielle. Ok, il n'existe pas de version berline, c'est ça? Non, le haut de gamme sur la carrosserie classique de la série 1, c'était la 130i, qui est une excellente voiture, mais il n'y a jamais eu de déclinaison motorsport sur la version avec le haillon. Ok, alors autre chose dont je n'ai pas parlé, donc celle-ci, on peut le voir, est très confortable. Les suspensions sont
c'est juste des petits, tu sais, des speed bumps. Comme il y a sur terrible. l'autoroute avant d'arriver au péage, là, ils ont Voilà. rajouté des petites lignes blanches sur la nationale où on est. Et je pense que vous l'entendez même vous à la vidéo. La suspension de cette voiture est un carnage. L'ACS est royal à côté. Ah non, mais la suspension pilotée de la CS, c'est du beurre. Ouais. Généralement, j'ai tendance à dire sur la 1M que la suspension n'existe pas. On a une jambe de force, donc l'amortisseur qui est issu de la M3. Je ne sais plus si c'est le ressort avant ou arrière qui est spécifique. Il y en a un des deux, c'est exactement le même que la M3, Ouais. donc c'est-à-dire l'ensemble amortisseur plus ressort est exactement identique. Ouais. Et il y en a un des deux où le ressort est plus dur ou plus mou. Je pense que c'est plus dur. D'accord. Et c'est peut-être à l'arrière. Et du coup, au niveau du moteur, le N54, chose que j'ai pas précisé, c'est sa puissance puisqu'il fait 340 chevaux, c'est bien ça? Alors 340 chevaux, 450 Nm de couple, Ok. avec un overboost en 4 et en 5 à 500 Nm. Alors qu'est-ce que c'est un overboost? Donc en fait, si tu veux, donc le N54, moteur biturbo BMW. Donc avec un montage parallèle, c'est-à-dire qu'un turbo gère 3 cylindres. Ok. Ça souffle à 0,6 bar. D'accord. Et il y a un overboost à 0,93 bar, donc presque 1 bar, qui se déclenche sous certaines conditions. Les conditions ne sont pas compliquées. C'est minimum 80% de demande d'accélération à la pédale. Ouais. C'est uniquement disponible sur le 4e et 5e rapport, Ok. entre 1500 et 4500 tours. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, par contre, c'est pas très élevé en termes de pression de turbo, 0,6 et même Non. 0,93. Comme C'est pas immense. Comme on a un moteur qui est déjà très bon à la base, Ouais. faut savoir que ce bloc il est basé sur les anciennes générations de 6 cylindres BM. Donc typiquement un M54 B30 qui équipe une 330 IE46. Le N54, la base bloc de laquelle il a été extrapolé, c'est celle-là. Il est extrapolé d'un moteur qui est déjà puissant et performant en atmosphérique. D'accord. Ce moteur, il me semble, a été pas mal critiqué, notamment pour des problèmes de fiabilité. Est-ce Oui. que c'est justifié ou alors c'est plus des rumeurs? Alors, déjà, on va se dire quelque chose qui est concret. Ce moteur a été élu 6 années de suite meilleur moteur de l'année, de 2007 à 2012. Ok. Donc déjà, on a un indice de réponse. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur de ce meilleur moteur de l'année. Ok. Est-ce que c'est parce que la technologie est exceptionnelle? Est-ce que c'est parce qu'il est ultra fiable? C'est ça qu'on va peut-être détailler un petit peu. Donc déjà, d'un point de vue de conception, c'est le 2JZ moderne. On a tendance à dire que le N54 c'est le 2JZ moderne, dans le sens où c'est un moteur, les internes stock vont supporter la puissance. C'est pas rare de croiser des 135i ou des 335i avec 600 chevaux qui sont fiables. Ouais. Fiables au niveau des internes moteurs. D'accord. Après c'est toujours pareil, tu as le bloc en lui-même, puis il y a tout ce qu'il y a Et les autour. périphériques, quoi. Les problèmes les plus connus sur ce moteur, la charge pipe. Pour des soucis d'économie, on a une charge pipe en plastique, qui est une pièce qui reçoit beaucoup de pression. Et la façon dont est conçue cette charge pipe, ils l'ont modifiée par exemple sur les dernières générations de L6, là, le B58, qu'on retrouve par exemple sur les 240i ou 340i. Ouais. Ils ont vraiment modifié la conception. Du coup, elle est toujours en plastique, mais le montage fait que elle dure plus dans le temps. Sur un N54, la charge pipe, c'est obligé qu'elle casse. Donc quasiment toutes les 1M, moi la mienne, elle est 100% d'origine, sauf la charge pipe. Ok. Parce que le jour où elle m'a lâché, j'ai dit c'est dommage de remettre celle en plastique. Je vais partir sur une aftermarket en alu et j'y reviendrai pas. Ok. Donc ça, des problèmes de pompe à essence D'accord. qui sont pas systématiques. Moi j'ai celle-ci qui a 56 000 km, 12 ans. Zéro souci. Et j'ai eu également ce moteur dans un Z4. Alors le Z4 c'est un autre délire. Préparé stage 2 plus downpipe, charge pipe, gros échangeur. On sortait 420 chevaux je crois avec 700 de couple. Ok. Voilà. Pas de souci non plus. Pourquoi pas de souci? Toujours l'huile préconisée par BMW. Ouais. Toujours du samplon 98. Ouais. Et une voiture qui ne connaît que 2 conducteurs, Ouais. mon père et moi. Tout ça mis en considération, moi je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un moteur pas fiable. Oh, C'est magnifique. un moteur exceptionnel, extrêmement performant et qui, quand il est suivi, est fiable. Ok. Mais encore une fois, sur une voiture qui a 200 000 passés avec 6 propriétaires et qui a changé d'huile tous les 1 an et demi, Ouais. faut pas s'étonner à la fin d'avoir des problèmes. Allez, on va appuyer sur tous les petits boutons magiques. Donc bouton M sur le volant qui
permet de... Alors c'est uniquement la réponse à l'accélérateur, hein, parce que cette voiture elle fait 340 chevaux en sport et en pas sport. Moi, quand je la conduis, c'est comme ça. Hop. Le SC off, allez. Ouais, donc elle a le MDM comme comme toutes les M depuis la M3 92. Le problème c'est que la conception de cette voiture, donc la suspension raide qu'on a évoquée et le couple des turbos, fait que le MDM il te coupe au niveau des étriers de frein. Voilà. C'est inconduisible. Ok. Voilà. Dès que la voiture elle coupe, ça fait Le châssis quand même il est assez... Alors c'est extrêmement rigoureux du train avant. Ouais. Moi ça m'a vraiment choqué à l'époque parce que aucune BMW n'était aussi incisive du train avant. On a ce train avant de M3 sur ce châssis court, ça te donne tu n'auras jamais de problème pour braquer avec cette voiture. Ouais, okay. C'est plus les sorties de virage qui vont un peu être difficiles parce que pour le coup le train arrière il a toujours envie de te déborder. Ouais. Voilà. Et par contre la sonorité est assez feutrée, j'ai l'impression. Oui. Kata, pas de FAP, on est bien avant l'époque des FAP, ouais. Mais ils sont partis sur un choix de bruit qui est très très soft sur cette voiture. Bah ouais. Du coup ça fait que c'est une bonne routière en fait. Hein. Alors ce qui est dommage puisque la suspension n'est pas du tout adaptée à la route. C'est vrai qu'il y a un petit manque de cohérence entre la sonorité et justement l'amortissement de la voiture qui est quand même très, très rigide. Après, c'est un Frankenstein de BMW cette voiture. Elle ouais. ne reprend quasiment que des pièces existantes chez le constructeur, qu'elles viennent de BMW ou de Motorsport. Mais comme tu as pu le décrire, tu vois, l'intérieur, le moteur, hormis la carrosserie finalement, et peut-être 2-3 points de détail, ici on a un volant moteur allégé sur cette voiture d'origine, on a un arbre de transmission qui vient à moitié d'une série 1 et l'autre moitié d'une M3 qu'ils ont recoupé pour faire la bonne taille. Enfin, c'est vraiment un Frankenstein. Okay. Ils ont dit bon alors qu'est-ce qu'on a en stock en pièces les gars, il faut qu'on fasse une M turbo pour finalement pour ramener à tout ce qui est motorsport aujourd'hui. Ouais. Puisque si tu regardes bien les M2, les M3, les M4, on en a parlé dans les vidéos précédentes, c'est des voitures qui ont rencontré un succès énorme. Ah oui, clairement. Et c'est cette 1M qui les a introduits. Ça monte à combien en régime ? 7000. 7000 ? On le fera en deuxième si tu veux, dans les tours elle a rien dans le sac. Ah ouais. Ouais. Une fois que la courbe de couple s'écroule, t'as presque du mal à ressentir les 340 chevaux. C'est vraiment une voiture que je conduis au couple, hein. Comme la M2 la dernière fois, et puis comme les autres moteurs turbo BM. Hein. C'est leurs atouts, autant en profiter. C'est sûr. Alors qu'à l'opposé, une M3 46 ou alors une M3 92, là ça va être très différent. Si t'es pas dans les tours, ouais, t'es garé, tu utilises absolument pas la performance du moteur. Ouais. Alors que là, tu peux relancer en sortie de virage à 3000, même 3000, 3005, des fois même un petit peu en dessous. Et en fait, tu allonges sur le couple, tout simplement. Tiens, on n'a pas parlé du poids de la voiture. C'est vrai. Une bonne tonne 5 la mémère. Ah ouais, quand même. Ouais. Ça non plus, c'est pas en sa faveur pour une voiture si petite. C'est vrai que c'est dommage. Après voilà, ça rejoint ce que je te disais il y a 2 minutes. Le Frankenstein avec des pièces existantes, contrairement à une M4 compétition par exemple qui est équipée de beaucoup de pièces spécifiques, celle-ci n'en a aucune quoi. Je veux dire, c'est du bon vieux acier et du plastique et de la tôle. Donc ouais, sur la balance ça se ressent. Ok. Après, moi c'est une de mes BM préférées. Ouais. Justement parce qu'elle est pleine de défauts. Ok. Voilà. Et ça lui donne énormément de charme. C'est une voiture, le simple fait de partir rouler et de rentrer, c'est déjà une réussite si tu veux. Ok. Non mais on va pas se mentir, plus on avance dans les technologies auto, plus les sportives sont faciles à conduire. Oui. Ça c'est pas facile à conduire. Ouais, j'imagine. Ça tu te sors la full DSC off et tout, si tu fais l'andouille, tu te sors mais trop facile. Plus facilement même qu'une M2 ? Ah non, mais ça n'a strictement rien à voir. Okay. Cette voiture est un défi en elle-même à prendre en main. Ok. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'elle est aussi charmante. Et finalement, les défauts, c'est pas grave parce que quand tu sors de la bagnole, t'as la banane. Eh oui. Oh, les suspensions, elles
sont Alors, absentes. bizarrement, j'ai aucune jante carrée sur celle-là. Ah ouais? À la vidéo, La on se rend vidéo. pas forcément compte, mais là, on a pris un petit changement de niveau sur la route et t'as l'impression que la voiture se désintègre totalement. Quoi. C'est clair. Par contre, c'est vrai que le couple est phénoménal. Par rapport à la production moderne actuelle, on n'a pas une voiture qui est exceptionnelle en termes de chiffres. Ouais. Mais par contre, la poussée est très présente. C'est le ressenti en fait. Oui. Plus on a avancé dans la technologie turbo, plus la poussée est devenue linéaire. Celle-ci, on a encore un peu de lag. Donc la boîte est extrêmement longue. Ok, ouais, c'est Quand ce que tu je vois. roules en montagne, t'es 2-3, 2-3, 2-3. Parce que la 3 prend déjà tellement de vitesse. Et alors, autre chose dont on va pas parler, c'est est-ce que cette voiture glisse bien ou pas? Justement du fait qu'elle soit très rigide comme ça et très courte. Alors, elle demande qu'à glisser, Ouais. ça c'est pas le problème. Par contre, ça aussi, ça m'a pris du temps pour être propre avec en glisse. Ok. Parce que, comme on l'a expliqué dans la vidéo de la M2, les châssis courts, il y a ce côté très très vif qu'il faut maîtriser. Et là, avec la rigidité globale de la caisse, et largement due au choix de suspension, c'est assez coton pour la maîtriser. En plus, c'est toujours pareil, on est sur des produits spécifiques et un peu collector. Voilà, tu n'as pas envie de l'abîmer. Ça a beau être mon métier, j'ai beau avoir du skills au volant, je suis pas parfait, je suis pas Dieu, je fais des erreurs aussi. La dernière fois avec la M2, ça n'a pas été parfait du premier coup. Ouais. Évidemment, une fois qu'on est en vidéo, c'est tout beau, c'est tout propre, on met le deuxième passage. Mais si tu veux, à moins d'avoir 10 milliards sur le compte en banque et de pouvoir... Je sais pas si on a parlé du fait de rouler à caisse perdue dans la précédente vidéo. Non. Voilà, quand tu roules à caisse perdue, c'est-à-dire que tu roules quitte à casser l'auto. Ah oui. Moi, n'a jamais été mon concept. Une 1M, j'en aurais qu'une seule dans ma vie et je compte bien garder celle-là aussi longtemps que je peux. Ouais. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Ah, t'as vu la 2 Dans les comme tours. elle est longue. Ouais, dans les tours quand même ça. Oh, je suis bluffé du châssis par contre. Hein. Ah non, mais c'est extrêmement incisif. Hein. Le Ah train ouais. avant, il est. Et Ah tu oui. vois, par contre, derrière, Il y a un léger ça a envie de se barrer. Ah, il y a un léger mouvement derrière, ouais. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ok. Et par contre, dans son départ de dérive, je la trouve moins brutale que la CS. Possiblement, tu vois, ça fonctionne bien aussi en travers. Ouais, écoute, je pensais pas que ce serait. Non, au final, c'est sympa. Et puis, c'est pas. Tu vois, je m'attendais à plus de brutalité que ce soit dans la perte d'adhérence et dans la reprise. Non, mais ça, Là, c'est parce que je suis c'était- bon. Ah, ça doit être ça. Tu l'amenais progressivement et tu la remettais progressivement. Et Et c'est ça qui a fait la différence. Et je puis pense. après, la différence de la M2, on a un moteur qui est moins perfo. Ouais, aussi, ouais. Donc, je peux charger plus au gaz pour obtenir une dérive parfois presque moins importante. Ouais. Ah non. Ça marche quand même, hein. En vrai, c'est pas. En fait, la puissance n'est pas bluffante, par contre, c'est le couple qui l'est. Alors après, c'est quoi du coup les différences entre cette AM et une M2, justement, qui est, je présume, un peu son héritière. Qu'est-ce qui diffère entre les deux? Il y en a une qui est facile à conduire et l'autre qui est difficile à conduire. Ah ouais, donc la M2 pour toi, ça reste facile? Ah non, mais c'est un vélo. Ah ok. On dirait que sur cette voiture, tout est fait pour te rappeler que t'es pas un champion. Ok, ouais. Ce qui est tout l'inverse de ce que sont les sportives aujourd'hui. Oui, bien sûr. Au contraire, que ce soit une RS3, une A45 AMG ou même une M2 en propulsion, d'une manière générale, ces voitures te donnent l'impression d'être bon. Ouais. Cette voiture te donne l'impression d'être une quiche. Moi, c'était ma première voiture turbo. Je me sentais nul au début. C'était il y a 15 ans. J'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. J'étais déjà passionné de pilotage. Je roulais en E36 4 cylindres. En descente, ça marchait très très bien.
ça m'a permis de me spécialiser dans les prises de frein tardives et ce genre de choses un peu sympathiques. Mais j'ai pas emmené large avec celle-là. Et Ouais. j'ai pas emmené large pendant bien 2 ans. Hein. Ah ouais. Oh la vache. Bon, on y va cool, hein. Il y a du monde sur la route. Eh oui. C'est dommage parce que le tracé est très joli. Ancienne course de côte de Barbegal, assez connue des locaux. Malheureusement, c'est une course de côte qui n'existe plus. Et c'était juste ça en fait, il partait du croisement Ah ouais. en bas là, et il montait, ça fait 800 mètres. Hein. D'accord, donc il le Mais faisait en le quelques tracé, secondes, il est top. quoi. Et alors, il y a un rêve matching automatique ou c'est toi qui fais le talon pointe? Non, c'est moi qui talon pointe. Ok. On est sur de l'ancienne technologie. Bah ça c'est pareil, c'est l'expérience de E36. Hein. Ouais. Pour pas perdre de temps avec un 4 cylindres, fallait relancer. Je suis, écoute, assez épaté quand même par l'ensemble, châssis, suspension, etc. Qui est quand même assez merveilleux, hein, faut le dire. Alors je pense aussi que c'est parce que tu la manies très bien, parce que je ferais pas la même chose personnellement. Oh, attends, faut que je te remontre ça là. Magnifique. Alors l'arrière on le sent qu'il... T'as vu, il bouge tout Ah le ouais, temps, hein, en l'arrière. permanence. L'arrière bouge tout le temps, c'est n'importe quoi. Ah, c'est super. Ok. Ah oui, oui, ça bouge. Hein. Là, même en ayant très peu d'angle, tu sens en fait que il y a un flottement derrière. Constamment. Ah ouais. C'est... Ah, c'est addictif ces petits machins-là. Ah, moi j'adore cette voiture. Et alors, heureusement qu'elle est en boîte manuelle. Je trouve, même en passager, je le ressens, ça t'apporte un feeling en plus. C'est quelque chose de plus, je trouve. Oui, bah pour quelqu'un qui aime piloter, c'est pas une voiture faite pour être performant. Alors après, il y en a qui l'ont rendu performant. Hein. J'ai beaucoup de copains du club BM qui ont des 1M modifiés, pour le circuit notamment. Il y a des pièces qui vont très très bien, un kit gros frein, des KW V3 ou Club Sport en fonction de l'utilisation, Ouais. une carte au moteur rehaussée. Voilà. Après, je pense que tu as compris déjà avec la dernière vidéo, moi j'aime les voitures comme elles sont proposées par les ingénieurs, Oui. avec leurs atouts et leurs défauts. Bon bah écoute, merci Flo pour cet essai. C'était une très très belle découverte encore une fois, je me suis vraiment régalé. Je suis ravi d'avoir été avec toi aussi Ouais. pour présenter cette voiture que j'affectionne particulièrement pour ce qu'elle est, puis pour des raisons de famille aussi. C'est une voiture voilà, qui a joué un rôle dans ma famille il y a 12 ans. Ouais. Et voilà. Ok. Du coup, j'y tiens énormément et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, malgré tous ses défauts, c'est une voiture qui est extrêmement attachante. Et oui, parce qu'en conclusion, on peut dire que... Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Effectivement, ça marche bien parce qu'il y a un couple de folie, mais c'est pas non plus fulgurant en puissance. Non. Le châssis est bon, par contre les suspensions sont d'une rigidité assez indécente même on va dire. T'as limite l'impression qu'il n'y en a pas comme tu disais. L'intérieur, alors personnellement je suis pas un immense fan parce que c'est très très austère. Alors c'est sûr on se perdra pas en fioriture, il n'y en a pas. Ça après ça reste mon avis personnel. Mais par contre en fait, comme tu as dit, elle te donne le sourire aux lèvres en fait. Tu roules avec et même en passager, tu sens le plaisir que tu ressens en son volant. Et ça, c'est assez dingue quand même, une voiture qui arrive à procurer ça. Et c'est quand même, ouais, je pense, traduit aussi une époque qui est différente, où les voitures étaient peut-être plus expressives, Oui, moins aseptisées. je t'ai gardé la plus expressive pour la fin. prochaine fois. Ouais, Toi, tu sais de quoi on parle. je sais très bien. On leur dit? On peut? Allez. Allez. Donc la prochaine et dernière fois, ou peut-être pas dernière, ça dépend ce qu'on fait avec Alex. Je peux éventuellement emprunter des voitures aux copains aussi. Ouais. Mais en tout cas, la prochaine fois, on vous présente une M3 92 avec le V8 légèrement libéré
et une peinture noir mat d'origine BMW qui fait un sacré effet. Ouais, ça me paraît être un beau programme, je crois. Donc ce sera plutôt sympa. À bientôt. Bah écoute, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. N'oublie pas également de liker cette vidéo, ça m'aide énormément. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis, sur l'essai de cette superbe 1M, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Ah tiens, un 4x4 au milieu de la route.